bonjour. Honorable assistance. Donc, je remercie d'abord Madame la Présidente, professeure Fedala, pour m'avoir donné, et son bureau, pour m'avoir donné l'opportunité d'aborder avec vous cette thématique. Alors, comme vous le savez, donc les prolactinomes, donc ce sont des adénomes hypophysaires les plus fréquentes, comme ça vient d'être dit, avec une sécrétion prolactinique pure ou rarement mixte. Ils sont classés suivant leur taille en micro ou en macro prolactinome. La prévalence est assez importante, mais c'est une pathologie typiquement de l'adulte, de la femme, donc jeune, d'âge moyen 30 ans, en général entre 20 et 34 ans, avec un sexe ratio très en faveur du sexe féminin. Et son tableau clinique, il est secondaire aux effets de l'hyperprolactinémie en général. Ça impacte essentiellement la fonction gonadique par un hypogonadisme et une infertilité. Et donc, c'est des patientes qui vont souvent consulter en gynécologie et un peu moins souvent en endocrinologie. Leur prise en charge thérapeutique donc, repose sur plusieurs armes, mais la première, c'est le traitement médical antiprolactinique par les agonistes dopaminergiques en première ligne, et suivant des protocoles faites pour ces femmes jeunes, en général qui sont bien codifiées, qui sont donc données par de nombreux guidelines dans des sociétés endocrino ou hypophysaires. Voilà. Alors, maintenant, le prolactinome, comme vous le savez, quand on opte pour cette méthode, ça nécessite un traitement médical prolongé de plusieurs années. Et donc, dans cette population générale, on va aller jusqu'à un âge avancé, qui va coïncider souvent avec le démarrage de la période de transition ménopausique, donc à partir jusqu'à même plus de la quarantaine, et qui est caractérisée, cette période-là, par la baisse de sécrétion œstrogénique périphérique ovarienne, et qui va donc, cette baisse va entraîner une modification de la présentation des prolactines et des effets de leur traitement. Alors, avec l'amélioration de l'espérance de vie, vous savez que la ménopause maintenant représente au moins un tiers de la vie féminine, et donc c'est une période au cours de laquelle la prise en charge de cette pathologie n'est pas bien cernée par les lignes directrices des sociétés savantes disponibles, et c'est un petit peu c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aborder ce thème avec vous aujourd'hui. Alors, voici les anciennes recommandations, et plus récemment, de 21 à 24, nous avons les recommandations italiennes, et plus récemment, en 23, de la Société hypophysaire, et tout récemment, brésilienne, en 2024, qui cible essentiellement le prolactinome féminin. Alors, quand on parle de prolactinome, c'est en général la cause la plus fréquente des hyperprolactinémies, en sachant qu'il y a une interaction entre la prolactine et la fertilité, puisque la prolactine va avoir des effets donc, au niveau central et périphérique. Au niveau central, elle va moduler l'axe reproducteur en supprimant directement la sécrétion de kisspeptine, diminuant ainsi l'activité de la GnRH, la sécrétion des gonadotrophines, et c'est comme ça qu'on aura l'hypogonadisme et l'infertilité. Au niveau périphérique, elle joue un rôle d'inhibiteur direct sur la synthèse et la sécrétion des hormones sexuelles, et donc ça va baisser les œstrogènes et la progestérone. Tout ceci explique donc l'hypogonadisme féminin. Alors, la présentation clinique, vous la connaissez, classique pendant la vie reproductive, c'est quoi? C'est des manifestations donc, liées à l'hyperprolactinémie, donc au niveau même à la galactorée et le dysfonctionnement gonadique et sexuel, en sachant que l'hyperprolactinémie en est la première cause. Alors, les symptômes, et aussi, donc, heureusement plus rarement, des symptômes liés à l'expansion tumorale, rarement, quand c'est généralement des macroprolactinomes qui ont été tardivement diagnostiqués. Alors, les sociétés savantes, donc, pour la prise en charge, recommandent donc un traitement en fonction de l'étiologie. Donc, quand on doit traiter un micro, c'est surtout pour restaurer le gonadisme et la fertilité et la résolution de la galactorée. Quand on a un macroprolactinome, c'est surtout sur les signes tumoraux, en plus des autres objectifs. Alors, les armes thérapeutiques, vous les connaissez. Alors, le traitement médical reste encore pour toutes les sociétés, traitement de première ligne par les agonistes dopaminergiques, et les autres armes sont réservées à des situations particulières. Alors, le traitement médical qu'on utilise, c'est bien sûr des traitements qui vont agir comme la dopamine, les agonistes de la dopamine. Il y a 4 classes. La première, plus ancienne, c'était la bromocriptine dans les années 80, et depuis les années 90, la cabergoline. Alors, ces produits-là, donc on en connaît bien leur modalité de prescription, ils ont leurs effets secondaires, ils ont donc ils vont parfois entraîner des problèmes d'intolérance, et parfois il y a un problème de résistance, et en sachant qu'ils ont eux aussi leurs contre-indications. Alors, les sociétés savantes en général le mettent encore en traitement de première ligne, et en sachant que, quelle que soit sa taille,
Et surtout, l'alcabergoline, elle a bien démontré son efficacité, meilleure efficacité par rapport aux produits précédents. Alors là, on connaît bien comment on doit utiliser l'alcabergoline. Et voilà donc la société d'Hypophyse qui nous dit bien, alors elle nuance un petit peu l'indication des agonistes en fonction de la présentation des lésions. Donc pour eux, il y a des cas où on peut prescrire autre chose en première intention que le traitement médical. Mais c'est des situations très rares. Alors là aussi, ils nous ont donné il y a aussi les méthodes de surveillance du traitement une fois qu'il est démarré. Alors, ce qui est important de savoir, c'est quels sont les résultats de ces traitements sur les différents problèmes. Sur la galactorée, c'est 86% de succès, de faire disparaître la galactorée, et surtout donc, de restaurer la fertilité, un peu moins 53%, de normaliser la prolactine avec l'alcabergoline à 95%, et surtout de réduire la tumeur, maintenant dans 80%, et même quand en première intention, ou bien même quand on a switché, c'est de très bons résultats. Alors, la problématique, donc les résultats maintenant, quand on commence un traitement, le problème c'est qu'on va aller sur une longue période de traitement, et donc il faut se demander, est-ce qu'on va pouvoir entrer en rémission, donc faire disparaître la lésion, normaliser la prolactine, est-ce qu'on peut y aurait-il des risques de récidive? Alors en fait, donc, il y a eu des méta-analyses importantes qui ont montré que donc, le traitement médical, il y avait très peu de récidives, juste autour de 2%. Alors, l'évolution, en fait, après, dans l'hyperprolactinémie féminine, quand on met en route le traitement, il faut savoir que, finalement, en fonction des études, les rémissions sont de 36%, et surtout avec la cabergoline. Et il faut savoir comment arrêter, quand arrêter. Il faut d'abord réduire progressivement la dose, arrêter les agonistes après un minimum de 2 années de traitement chez les femmes asymptomatiques avec des taux de prolactine normaux et sans tumeur résiduelle ou bien avec une nette réduction tumorale importante à l'IRM, ou alors des tumeurs sans signe d'invasion du sinus caverneux et situées à une distance sûre des voies optiques. Et là, on a donc le risque maximal, donc en surveillant la récidive, surtout au cours de la première année qui suit l'arrêt, en surveillance très, très rapprochée de la prolactine chaque 3 mois, et ensuite donc à des intervalles plus lents. En fait, s'il y a une reprise, ce qui est proposé, c'est de reprendre une deuxième tentative de 2 années supplémentaires avant de pouvoir arrêter. Alors, il y a des gens qui ont cherché les facteurs prédictifs de succès ou de récidive après l'arrêt. Ils ont vu que en fait, le seul facteur qui intervenait, c'était la taille initiale qui pouvait prédire est-ce qu'on allait réussir ce traitement ou pas. Alors là aussi, la société d'Hypophyse nous donne des guidelines en cas de récidive. Et maintenant, le problème qui est posé, la question posée. Alors, étant donné qu'on va pour des traitements de longue durée, que ces femmes qui vont on va régler le problème de fertilité, mais elles vont arriver, en avançant dans le temps, dans les années, elles vont arriver, après ce prolactinum dans la vie reproductive, à l'arrivée de la ménopause, ou on va passer en post-ménopause. Et aussi, la deuxième situation, quelle prise en charge des prolactinums diagnostiqués en phase maintenant de post-ménopause? Alors, en fait, et dans tout ça, quelle est la place des traitements dans ces situations-là? Et que dit la revue de la littérature? En fait, elle est très pauvre. Il y a très peu de données concernant ces situations-là. Et en fait, pourquoi? Alors, cette question, pourquoi il faut s'y intéresser? Parce qu'il faut savoir qu'il y a des interactions entre les œstrogènes et la prolactine, qu'il y a plusieurs hormones périphériques qui contrôlent la synthèse et la sécrétion de la prolactine, mais que c'est l'estradiol qui joue un rôle prépondérant dans la régulation de la sécrétion de prolactine, et donc il va y avoir quoi? Sous l'effet des œstrogènes, une hypertrophie des cellules lactotropes, une augmentation de la production de prolactine, et ça peut aussi moduler la sensibilité de la cellule hypophysaire à d'autres facteurs régulant la sécrétion de prolactine, et c'est comme ça qu'on explique les situations physiologiques liées à la grossesse ou à la prise de traitements hormonaux œstroprogestatifs. Alors, voilà la périménopause. Périménopause, elle démarre très tôt dans la vie, même juste après la trentaine, avec une symptomatologie très atypique, enfin, faite surtout des signes de syndrome climatérique. Au fur et à mesure, donc, c'est une symptomatologie qui va donc être tout à fait atypique et multiforme.
et avec des cycles qui vont se dérégler, donc de manière un peu régulière et puis très très irrégulière en avançant dans les années, avec une sécrétion œstrogénique, avec une sécrétion hormonale qui va être complètement perturbée dans la période qui précède la ménopause et avant de donner le profil typique de la post-ménopause. Alors, des questions qui se posent. Donc finalement, on se retrouve avec parfois un impact d'hyperœstrogénie relative sur l'axe lactotrope, et on se pose la question alors, est-ce que ce prolactinum, est-ce qu'il y a un risque de récidive hormonale chez ceux chez qui tout était rentré dans l'ordre, le risque de récidive tumorale? Quel bilan faut-il lancer à ce moment-là? Prolactine ou ovarien? Quel traitement? Et en fait, c'est des questions dont je n'ai pas trouvé les réponses réellement. Il n'y a pas d'études dans la littérature, probablement parce que les femmes dans la littérature étrangère, à cette période-là, sont plutôt sous œstroprogestatifs contraceptifs ou substitutifs. Alors, les femmes, donc, comment les gérer quand elles rentrent en phase, donc qui ont eu des prolactinums pendant leur vie reproductive et qui arrivent à la période ménopausique, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? C'est que il y a alors elles ont eu soit des micros, soit des macros. Alors celles à qui donc on donne ces œstroprogestatifs pour empêcher cette symptomatologie. Donc ça peut paraître un petit peu peut-être grave de donner des œstrogènes, sachant l'effet sur la prolactine, eh bien, des études ont démontré qu'il n'y avait pas de souci, surtout pour les microprolactinums, et qui n'avaient pas besoin de restauration de fertilité, et on pouvait recevoir ces traitements œstrogéniques sans souci particulier. Et même dans certains macroprolactinums, on pouvait aussi donner ce traitement-là avec une surveillance très, très étroite, et on peut même donner donc le THS jusqu'à l'âge de la ménopause. Alors maintenant, donc voilà, là aussi la Société d'hypophyse s'adapte à cette situation-là. Maintenant, qu'en est-il pour celles à qui on a diagnostiqué au cours de la vie reproductive un microprolactinum? Alors les femmes, quand elles approchent la ménopause, elles ont tendance à avoir une sécrétion réduite de prolactine. Et donc, avec une diminution des caractéristiques sécrétoires pulsatiles de la prolactine, qui disparaissent parfois parallèlement à la diminution de l'activité ovarienne. Et donc, dans une étude rétrospective, un auteur a montré que la prolactine pouvait se normaliser dans 45% des patientes hyperprolactinémiques avec l'entrée en ménopause. Et donc, avec la possibilité d'interrompre le traitement chez les femmes atteintes de micro ou chez des femmes asymptomatiques, une fois que la ménopause est survenue, mais avec une surveillance régulière de l'augmentation de la taille de la tumeur hypophysaire qui est recommandée. Donc ça, c'est les micros. Mais qu'en est-il pour les macros? Eh bien, les macros qui ont bien répondu au traitement médical, elles peuvent aussi décider elles peuvent aussi avoir besoin de poursuivre le traitement pour éviter les effets compressifs en fonction de la taille et de son comportement. Et donc ça dépend de comment elle se présentait au moment du traitement par la prolactine. Alors, il y a eu plusieurs études multicentriques. Alors, comme vous voyez, regardez le nombre ridicule de cas qui ont été analysés, 22 et 7, 29, donc des échantillons vraiment très très bas, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe après, donc, à l'arrivée de la ménopause. Alors, en fait, il y a donc pour les macroprolactinums, il y a une disparition et stabilisation de la tumeur signalée dans 58 à 59% des femmes et une croissance tumorale de moins de 3% des femmes, et que l'interruption des adénomes des agonistes, donc avec une surveillance attentive de la tumeur, peut être suggérée dans certains cas de femmes ménopausées atteintes de macroprolactinum qui ont eu une bonne réduction tumorale considérable et ne présentent aucun risque apparent de compression. On peut, dans ces macros, arrêter les traitements. Alors, les recos, c'est de dire qu'après la ménopause et l'arrêt, il faut faire un suivi, une évaluation clinique et une mesure de prolactine chaque 6 mois au cours de la première année et une IRM hypophysaire à 1 an, ou plutôt si des symptômes apparaissent. Alors le traitement, par contre, il doit être maintenu en cas de tumeur expansive et ou invasive. Alors là aussi, donc, la Société d'hypophyse s'adapte à cette situation-là. Alors, notre questionnement en pratique, y a-t-il des effets délétères extragonadiques d'une hyperprolactinémie régressive en transition ménopausique? Y a-t-il des avantages extragonadiques à la prescription des agonistes? Parce que quand on décide d'arrêter le traitement, la prolactine donc, va un petit peu remonter. Quel est le risque de cette prolactine qui s'élève un petit peu? Alors, il faut savoir que la prolactine, en fait, qui remonte un petit peu, c'est pas très bien parce qu'elle va induire un profil métabolique défavorable et du fait de son action directe de la prolactine et du tonus dopaminergique sur les cellules bêta-pancréatiques et les adipocytes. Et de même aussi, donc ça a été démontré aussi, même chez des femmes préménopausées, il y a une diminution de
Cette hyperprolactinémie peut être associée à une hyperinsulinémie et à une résistance de l'insuline. Alors, l'autre effet qu'on n'aime pas, c'est que sous cette hyperprolactinémie qui persiste, la composition corporelle est altérée et qu'il y a en plus de l'hypogonadisme secondaire par l'hyperprolactinémie, il va y avoir une diminution de la densité osseuse qui va être due aux effets directs et indirects de la prolactine, et donc plusieurs façons d'agir sur l'os essentiellement trabéculaire avec un risque de fracture vertébrale. Alors, par contre, quand on maintient le traitement, il faut savoir que la cabergoline, elle, va avoir des effets métaboliques favorables et qui a été largement démontré, et donc beaucoup mieux qu'un régime alimentaire, et mieux encore que, et surtout également sur l'amélioration des fractions lipidiques. Et à l'inverse, par contre, un schéma donc, à forte dose n'a pas amélioré de façon remarquable le métabolisme lipidique, alors que la chirurgie hypophysaire a pu réduire de manière significative le cholestérol total et les triglycérides. Donc, les conséquences directes de l'avantage métabolique induit par la dopamine est une réduction de 20% de la prévalence du syndrome métabolique. En fait, les questions posées, donc ça c'est en ce qui concerne c'était celle qui arrive à la ménopause, maintenant celle qui rentre en ménopause, maintenant celle qu'on diagnostique en post-ménopause. Alors voilà, donc en post-ménopause, le profil hormonal, voilà tout ce qui peut s'installer au fur et à mesure comme symptômes, et surtout donc osseux et cardiovasculaires. Et alors la question c'est, est-ce qu'il faut laisser ces patients en hyperprolactinémie jusqu'à disparition totale du facteur stimulant qui est l'œstrogène sur la prolactine, avec exacerbation des effets délétères? Est-ce qu'il faut maintenir les AD pour leur effet protecteur? Quels sont les recours? Alors, en fait, là, c'est pour vous montrer que voilà ce qui se passe sur le plan osseux à l'arrivée de la ménopause et après, donc surtout sur le plan de la densité minérale osseuse et le risque de fracture. Et ça, c'est beaucoup plus important, ça a été démontré que dans le sexe masculin. Et voilà ce qui se passe aussi chez les femmes, donc, avec les années qui passent, sur le plan cardiovasculaire, donc de la ménopause par le plan cardiovasculaire, où vous avez une nette augmentation donc des prévalences et l'incidence des AVC, maladies d'Alzheimer, démence, cancer du sein, tout ça, c'est lié à l'hypoœstrogénie. Alors maintenant, donc, quand avec tout ça, on va rajouter le problème de l'hyperprolactinémie qui va rajouter tout ça, donc est-ce qu'il ne faut pas réfléchir et se dire, faut-il donc garder ce traitement ou le suspendre? Alors, quelle prise en charge des prolactines en post-opératoire, en post-ménopause? Alors, chez les femmes ménopausées, les microprolactinums peuvent rester longtemps non diagnostiqués, car elles ne présentent pas de caractéristiques spécifiques d'hypersécrétion hormonale. Et en absence de signes et de symptômes d'excès de prolactine compte tenu du faible risque d'élargissement des microprolactinums, les femmes ménopausées peuvent ne pas nécessiter de traitement médical, à part les agonistes, quand on les a diagnostiquées après la ménopause. Alors maintenant, quand elles sont porteuses alors, comment elles se présentent, ces femmes-là, quand on ces diagnostics, ces macroprolactinums de la femme post-ménopausée, en général, c'est comme le sexe masculin, macroadénome, tumeur géante, avec des signes tumoraux, je termine, et des céphalées et une perte de vision qui ont été signalées. Alors, on peut même avoir un risque d'apoplexie, et dans les femmes ménopausées macroadénome, le traitement peut être maintenu avec prudence pour contrecarrer l'élargissement. Mais chez certains patientes avec macroadénome non adjacent au chiasma, on peut faire un essai de sevrage. Donc ça, c'est des méta-analyses qui ont analysé un petit peu les prolactinomes masculins et qui ont vu un petit peu les résultats avec les différents traitements. Alors là aussi, on a vu que dans cette étude qu'il y avait la cabergoline, dans ces cas-là, donné de bons résultats et donc dans pratiquement la quasi-majorité des cas diagnostiqués. Alors, en post-ménopause, il faut utiliser, donc on peut, l'autre avantage de l'agoniste, c'est d'améliorer la santé cardio-métabolique et osseuse chez ces patientes, comme cela a déjà été démontré chez les hommes atteints de prolactinome et chez les femmes atteintes d'aménorrhée hypothalamique. Donc, dans ce cas, le choix d'arrêter l'agoniste doit être soigneusement pesé en tenant compte de leurs effets bénéfiques au niveau périphérique, indépendamment de la prolactine et du contrôle tumoral. Alors, dans toutes les recommandations, il n'y a que 2 petites recommandations qui concernent cette situation-là, donc de la Société d'hypophyse, qui dit que quand on a un micro après la ménopause, c'est de recommander d'arrêter le traitement avec un suivi annuel de la prolactine et de l'IRM si la prolactine augmente, et que si c'est un macroadénome diagnostiqué, donc il faut traiter à la dose la plus faible qui soit en mesure de contrôler la croissance tumorale et d'assurer un suivi suivant l'état clinique.
Voilà. Alors, les prolactinomes, donc, c'est une pathologie très fréquente de la population féminine jeune. Elle est responsable de troubles gonadiques et donc ce qui permet leur diagnostic précoce, mais que la prise en charge, elle est bien codifiée dans cette population par les lignes directrices. Par contre, compte tenu de l'étroite interrelation des axes hypophyso-ovariens, leur évolution au long cours est impactée par les modifications hormonales physiologiques liées à la période de transition ménopausique, modifiant leur présentation, leur évolution ainsi que leur pronostic, et ce qui impose aux praticiens des réflexions permanentes sur les particularités de la prise en charge les mieux adaptées à cette tranche d'âge afin d'en limiter efficacement les effets délétères. Et je vous remercie.